3, 2, 1... Salut la team, comment ça va? Moi c'est la super forme, parce que si tout va bien, enfin du coup si le test Covid veut bien cette fois-ci, au moment où sortira cette vidéo, je serai dans l'avion, direction les vacances. Et encore une fois, lundi sur Twitch, on a fait un live que j'ai bien kiffé. Alors comme tous les mercredis, même si mercredi prochain il n'y en a pas, nous voici en mode best-of, en mode Crystal Ball. L'idée de ce live, c'était de parler des meneurs, ceux qui jouent le plus en NBA, qui ont le plus gros rôle, afin de les classer en tiers entre eux. De toute façon, ne vous en faites pas, le concept, je vous l'explique juste après. Alors on ne perd pas plus de temps, c'est parti! Qui sont les meilleurs meneurs de jeu actuellement en NBA? Alors, aujourd'hui, on va faire un live sur les meneurs de jeu, les point guards. Donc pour les postes, je sais qu'il y a toujours des débats, un tel est meneur, un tel est pas meneur. Moi, j'ai pas voulu rentrer dans ce débat-là, je suis allé chercher les postes sur Basketball Référence. Il faut savoir que Basketball Référence ne va pas forcément mettre les joueurs en fonction de leur poste naturel. D'ailleurs, si vous allez voir sur le site, un joueur une saison peut être considéré comme meneur, la saison d'après peut être considéré comme arrière, et peut changer de poste en fonction des saisons. C'est parce que, voilà, ils mettent pas forcément le poste naturel, mais celui auquel il est utilisé principalement dans la saison en cours. Donc ouais, vu qu'il y a tout le temps ce débat, je me suis dit qu'il fallait se positionner, donc j'ai fait appel à la Bible, en tout cas qui est la Bible pour moi, vu le temps que j'y passe, Basketball Référence. Donc si jamais vous n'êtes pas content avec les meneurs que je vais vous montrer, ben allez vous plaindre auprès d'eux, si jamais, parce que moi j'y suis pour rien, et il fallait bien trancher quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, là, l'idée, c'est de faire appel à vous pour les classer en tiers, tous ces meneurs. Donc il y aura 5 tiers, 1, 2, 3, 4 et 5, et il faut savoir que l'évaluation que je vais vous demander, elle ne se passe que sur cette saison. De toute façon, les habitués le savent, hein, savent un petit peu comment je fonctionne. Vraiment, il faut classer les joueurs à l'instant T, au moment M. Donc, et pas non plus se baser sur les attentes. Et ça, je le répète, parce que c'est super important. En fait, si on prend l'exemple d'un James Harden, qui est décevant, il reste quand même un joueur hallucinant. Et c'est ça qu'il faut retenir avant tout. On va pas le mettre au tier 5 parce qu'il n'est pas à la hauteur des attentes. Et pareil pour un joueur prometteur qui a du potentiel, on prendra pas ça en compte, c'est pas parce qu'un joueur fait de bonnes choses par rapport à son âge ou par rapport au futur qu'on lui imagine qu'il faut tout de suite le mettre au tier 1. Pour l'instant, on va vraiment juger que sur les faits réels, que sur les choses qui ont été accomplies jusque-là. Et vraiment ça, je tiens à le préciser, parce que c'est vrai que ça peut fausser complètement la donne si on se base trop sur les attentes ou sur le potentiel. Faut savoir aussi que le bilan est important, on va pas noter que les stats, évidemment, on va pas noter que les stats, et parce qu'il faut en être conscient, c'est beaucoup plus facile de faire des chiffres dans une équipe de fond de tableau que dans une team qui joue le titre. Tout ça, c'est logique, le rôle est pas le même. Tu mets des leaders d'une équipe de fond de tableau dans une équipe qui est contenders, c'est pas du tout dit qu'ils aient le même impact. D'ailleurs, je vais vous demander aussi, et ça c'est pareil, c'est important, d'être un petit peu sévère. Alors sévère, c'est pas le mot, mais ne pas hésiter à descendre un petit peu vos votes, parce que là, je vais vous présenter tout plein de joueurs qui sont quasiment tous excellents, ou au moins très bons, et presque. Donc il y a 5 tiers, et ce serait quand même dommage que 95% soient classés aux tiers 1, 2 ou 3, et que les tiers 4 et 5 soient limite désertés. Ça vraiment, faut le prendre en compte aussi. Retenez vraiment que les tiers les plus hauts, c'est pour les extraterrestres, et les tiers les plus bas, ça voudra pas du tout dire qu'ils sont nuls. S'ils sont là, c'est déjà qu'ils sont bons un minimum, et il faut que vous gardiez ça en tête. D'ailleurs, il faut savoir pareil que je vous affiche les candidats juste après. Ma sélection, je l'ai faite selon un critère qui est très simple. J'ai pris tous les meneurs de jeu qui avaient joué au moins 20 matchs et qui jouent au moins en moyenne 30 minutes de temps de jeu par match. Ça permet déjà de bien trancher, ça permet de pas parler de 150 joueurs, et ça permet de parler de ceux qui ont le plus gros rôle, parce que tous ceux qui ont joué 20 matchs et 30 minutes, c'est ceux qui ont le plus gros rôle, et ceux dont leur cas est intéressant, en tout cas selon moi. Par contre, il y a des choses qui m'ont bien embêté avec ces critères, et c'est le jeu. Plus gros crève-cœur, ça a été Mike Conley par exemple, qui joue moins de 30 minutes, donc j'ai pas pu le mettre, c'est dommage, et qui je pense pourtant est meilleur que certains de la liste, mais voilà, il faut que je respecte mes critères, et ça me permet d'être équitable aussi dans la sélection, et Conley ne rentre pas dans ces critères malheureusement. À un autre degré, il y a des gars comme Kemba Walker, Eric Bledsoe, Kevin Porter Jr. ou Monte Morris, j'aurais bien aimé parler d'eux, mais pareil, ils rentraient pas dans les critères, parce que la plupart du temps, même si des fois ça se jouait à quelques minutes près, ils jouaient moins de 30 minutes. Donc voilà, et en parallèle, il y a des équipes qui ont 2 joueurs parfois, vous verrez bien. Bon, forcément, il y a pas de Kyrie non plus, qui bien sûr n'a pas assez joué de match, même si j'aurais aimé parler de lui. Et de toute façon, je sais même pas quel poste va le mettre Basketball Référence, mais pour l'instant, il est plus utilisé au poste 2 qu'au poste 1, vu que c'est James Harden, officiellement, le meneur de jeu des Brooklyn Nets.
Le premier dont je vais parler, c'est Cole Anthony. Et je me dis qu'on en parle peut-être un petit peu trop peu. Pourtant, si on regarde ces chiffres qui sont proches de 26-6, je me dis que c'est quand même lourd ce qu'il fait au niveau statistique. Le mec Orlando fait tout, c'est le vrai catalyseur si je peux dire, le franchise player. Les progrès qu'il a fait à 3 points sont intéressants aussi, et dans le 4e quart-temps, c'est un mec qui constamment porte ses coronets, et ça je trouve que c'est très fort. Tout ça, ça montre que Cole Anthony a quand même du talent. Maintenant, globalement, ses pourcentages sont vraiment pas ouf. En défense, il y a du taf encore, et surtout, ce qui me dérange un petit peu, c'est que faire ça, c'est bien, mais faire ça dans l'équipe qui a le pire bilan de la ligue, ça perd quand même de son sens. Est-ce qu'il aurait un tel rôle et ferait de tels chiffres dans une team qui se classerait bien? Je ne pense pas. Donc pour moi, ok, il est le go-to guy du Magic cette saison, donc ça c'est cool, mais ça n'en fait pas non plus un franchise player à l'échelle de la NBA, faut en être conscient. Après, je pense que clairement, il vaut mieux qu'un choix au pick 15, le choix où il a été drafté, ça c'est sûr et certain. Et mine de rien, ce qu'il fait n'est pas donné à tout le monde, surtout pour un sophomore, même si tout ça, ça rentrera pas en compte dans les votes aujourd'hui. Donc par contre, ce que j'ai dit, ça me suffit pas pour m'enflammer totalement à propos de Cole Anthony, et j'aurais sûrement une vision différente si le Magic gagnait plus de matchs, mais vu que la team est en reconstruction, ça paraît compliqué actuellement. 8 hours later. Ok pour Cole Anthony, donc la majorité, c'est-à-dire 55% d'entre vous ont décidé de le mettre au tier 5. Après, vous étiez 33% à le mettre à l'échelon numéro 4, et vous étiez aussi 13% à vouloir le mettre à l'échelon numéro 3. Bon, 3, ça me semblait trop haut. Moi, j'aurais réfléchi entre le 4 et le 5. Franchement, j'avais un petit peu du mal à me positionner. On verra un petit peu en fonction du niveau où tous les autres se placent. Maintenant, je comprends, tous ceux qui le mettent au tier 5, vous critiquez un petit peu sa sélection de shoot, et faire ça dans une équipe comme Orlando, forcément, comme je disais, ça a moins de poids, et je pense que c'est surtout pour ça que vous avez été 55% à mettre Cole Anthony au tier 5, et je peux l'entendre, même si j'aurais hésité entre 4 et 5, ça m'étonne pas qu'il ait quand même 33% des votes au tier 4. La Melo Ball pour la suite, quel hype il y a autour de lui, et c'est vrai que le gars a clairement remis les Hornets sur la carte depuis 2 ans, avec son jeu spectaculaire déjà, ses passes dans le dos magiques et son énorme sens du jeu, mais aussi pour sa polyvalence en fait. Le Benjamin des frères Ball pèse dans tous les secteurs, je trouve, à Charlotte, et aujourd'hui, en partie grâce à lui, les Hornets sont clairement de retour dans la course aux playoffs, et ça c'est fort. Maintenant, bien sûr, il est pas seul dans l'équipe, même si c'est lui qui attire le plus la lumière, il faut pas oublier qu'autour de lui, il a Gordon Hayward, il a Terry Rozier, il a Miles Bridges, ou il a Kelly Oubre, entre autres, et je vais pas citer tout l'effectif. N'empêche que, au milieu d'eux, Lamelo, c'est un petit peu le chef d'orchestre, c'est celui qui apporte du lien dans le collectif, bien que lui aussi soit sophomore, en fait, il apporte beaucoup de sérénité sur le parquet. C'est impressionnant, en fait, je trouve, une telle maturité qui est mixée à un jeu si funky, si je peux dire. Après, bien sûr, on peut pas être parfait non plus. Il y a des matchs où il shoot mieux que d'autres. Certains soirs, il peut y avoir du déchet dans son tir, mais peu importe. Vu comment il compense avec une qualité de passe qui est super impressionnante, et c'est bien ça, selon moi, ce qu'on attend à un premier dans meneur. Ok, il a pas encore fait assez pour être considéré comme une superstar, même si ça viendra peut-être, parce que ouais, je pense que au vu de ce qu'il montre actuellement, même si le potentiel n'est pas pris en compte, il a un bon niveau et il a montré suffisamment de base, prouvant qu'il est capable de devenir une superstar un jour. 5 minutes later. Ok pour la Melo Ball, alors là ça va être compliqué, parce que vous êtes 47% à l'avoir mis au tier 2 et 47% à l'avoir mis au tier 3. Et franchement, je vais trancher, et je vais être sévère, et en vrai, j'aurais vraiment hésité entre les deux tiers moi aussi. Mais du coup, quand c'est égalité, c'est moi qui tranche, et bon, en vrai, je suis d'accord avec vous, c'est très compliqué, je l'aurais mis au tier 2,5, et en plus de ça, c'est encore plus difficile de faire ça, parce qu'on n'a pas encore classé tout le monde dans le tableau. Moi, du coup, c'est moi qui tranche quand il y a égalité, je le mets au tier 3, il est excellent, il arrive à mettre en valeur ses coéquipiers de façon magique, mais peut-être qu'il lui manque encore une ou deux grosses perfs références cette saison pour monter plus haut, et quand je vois toute la concurrence qu'il y a, je me dis que tier 2 c'est peut-être un peu trop précipité, mais je m'en fais pas, il y montera très vite au tier 2. Peut-être qu'il faudrait que même si les Hornets sont très bons cette saison, ils gagnent encore plus. Je sais, je suis sévère et je suis très exigeant, mais quand je vois la concurrence qu'il y a, je décide de le placer au tier 3, sachant que vous êtes quand même 5% à l'avoir mis au tier 4 et 2% au tier 1. Allez, parlons de Lonzo Ball, le grand frère maintenant, qui est fraîchement arrivé à Chicago, et je suis content qu'il soit enfin dans une équipe compétitive. Parce que sans briller de façon démesurée, je trouve qu'il fait ce qu'il faut aux Bulls. Bien sûr, c'est pas du tout lui la star, mais mine de rien, Chicago est premier à l'Est, et même si ça ne fait pas tout, ça pèse. Si le fait qu'il soit pas un scoreur fait qu'on parle peu de lui, qu'on parle beaucoup plus de DeRozan ou de Zach LaVine, Lonzo est quand même archi utile, je trouve, par sa polyvalence des deux côtés du terrain. Ses pourcentages au global, au shoot, c'est sûr, ils sont pas très hauts, n'empêche qu'il a appris peu à peu
peu à devenir une vraie menace à 3 points. Maintenant, il peut vraiment sanctionner quand il est ouvert. Il a beaucoup amélioré sa mécanique, donc c'est un shooter respecté maintenant et respectable. Et en défense, il est vraiment excellent. Il utilise très bien son sens du jeu, son anticipation, son envergure pour voler des ballons notamment. Et en fait, je trouve qu'il fait plein de petites choses primordiales pour gagner des matchs. Tout ça, ça apporte un nouvel impact essentiel aux Bulls. Son plus-minus est très bon, c'est pas un hasard ça aussi, je trouve qu'il remplit exactement le rôle qu'on attend de lui. Alors bien sûr, ça lui permet pas encore de faire partie des demi-dieux, comme j'ai expliqué, et des tout meilleurs meneurs de la ligue, mais ça mérite quand même d'être reconnu. 24 hours later. Ok, pour Lonzo Ball, vous êtes 50% à le mettre au tir fort. Donc pour l'instant, on a un joueur en 3, un joueur en 4, un joueur en 5. Par contre, vous êtes 40% à vouloir le mettre au tier 3, vous êtes 8% à le mettre carrément au tier 2, et 2% carrément au tier 5. Bon, je dois le dire, tier fort ça me va, même si encore une fois, là j'aurais hésité entre deux tiers, c'est difficile, hein. J'aurais hésité entre le 3 et le 4. C'est vrai qu'individuellement, ce qu'il fait, c'est sûrement en dessous de la Melo Ball. Donc c'est cohérent hein, de le mettre en dessous de la Melo. Maintenant, collectivement, et puis en plus de ça, j'ai envie de dire, c'est vrai que son adresse globale au shoot est pas ouf, même si à 3 points maintenant, il montre de belles choses. N'empêche que collectivement, il est dans une équipe qui gagne vachement, et j'ai vraiment envie de valoriser ça. Donc peut-être que je l'aurais mis au 3, peu importe. En tout cas, vous avez décidé le tir fort, et le tir fort, je trouve que c'est, au vu de ce qu'on a déjà, je trouve que c'est plutôt cohérent, donc je valide ce tir fort pour Lonzo Ball. Enchaînons avec Malcolm Brogdon. Bon, je vais pas en faire des tonnes, lui, parce que je l'ai beaucoup évoqué, là, la semaine dernière, dans ma vidéo sur les underrated players. Là-bas, je dis tout en détail, peut-être même un peu trop. Mais pour résumer, Brogdon, c'est l'un des cerveaux de la ligue, une sorte d'assistant coach sur le terrain, qui lance toujours les bons systèmes au bon moment, et qu'on a tendance à un petit peu oublier, parce qu'il faut se rappeler qu'à Indiana, il était le meilleur scoreur de l'équipe depuis le début de la saison, là, jusqu'à l'explosion de Sabonis cette semaine. Maintenant, c'est Sabonis qui est passé devant à quelques dixièmes près, mais pendant tout le début de la saison, c'était quand même Malcolm Brogdon, le meilleur scoreur, et ça on n'en parle pas assez. Ses pourcentages, ok, ils sont plus aussi élites que lors de sa saison qu'il avait fait dans le 50-40-90 Club, mais il reste très bon, j'aime beaucoup sa justesse, et en termes de leadership et d'organisation, je trouve qu'on a un vrai client. Maintenant, en parallèle, les Pacers sont dans le flou, c'est vrai, tout le monde est sur la liste des transferts, et je pense que Malcolm Brogdon souffre un petit peu de ça, surtout que là, il vient de manquer énormément de matchs à cause du protocole Covid, n'empêche que qu'il reste un bon joueur, et j'adorerais le voir chez un contender. Malheureusement, maintenant, il l'est pas, et on peut pas prendre ça en compte dans les votes. Much later. Pour Malcolm Brogdon, vous êtes 62% à le mettre au tir fort à côté de Lonzo Ball. Vous êtes 26% à l'imaginer au tier 3, 6% au tier 2 et 6% au tier 5. Je vais le dire, hein, le tir fort, ça paraît sévère comme ça, mais le tir fort, je rappelle, c'est quand même des joueurs très forts, et c'est vrai, j'aurais pu hésiter entre le 3 et le 4, mais non, quand je vois qu'il y a la Melo au 3, ça me va bien, Malcolm Brogdon au 4. Après, s'il faisait ça chez un contender, clairement, je le mettrais plus haut, mais pour l'instant, je vais pas dire qu'il ferait des stats dans le vent, ce serait trop sévère, mais pour l'instant, son impact, même s'il est très bon et qu'il est très intelligent sur le terrain, ça permet pas assez aux Pacers de gagner, malgré un effectif qui est pas dégueu quand même. Donc si Lonzo est au tir fort, je trouve que c'est cohérent de mettre Malcolm Brogdon à côté de lui au tir fort. On passe au suivant, Jalen Brunson. Et à Dallas, on a tendance à parler beaucoup de Luka Doncic, voire que de Luka Doncic. Pourtant, à ses côtés, s'il y en a un qui fait une breakout season, j'ai envie de dire, c'est bien Jalen Brunson. Ce qui m'a plu, c'est que quand Luka a manqué des matchs, Jason Kidd lui a fait ultra confiance, comme s'il l'avait aidé à se libérer un petit peu. Et cette opportunité, Brunson l'a saisie des deux mains. Sur la période, il a tourné à plus de 20 points et 7 passes, et toutes ses stats sont en augmentation cette saison, dans toutes les colonnes. J'apprécie énormément le talent qu'il a en ISO, en jouant dans les petits espaces, et en brillant notamment sur des mid-range, il est très fort là-dessus, il donne l'impression de jamais forcer, en faisant souvent des bons choix de tir, le mec a des pourcentages excellents, il connaît parfaitement ses spots, dans les money time il est clairement un gars sur lequel les Mavs peuvent compter, et ça j'aime beaucoup, et on sent aussi que c'est un vrai pro, un gars humble qui a soif d'apprendre et de progresser. Bien sûr, il méritera pas d'être classé parmi les demi-dieux, mais quand même, tout ça c'est à relever quand même. C'est un gars, ouais, si je vais un peu plus loin, qui fera attention à tous les détails pour faire le moins d'erreurs possible, et tout ça, ça transparaît de plus en plus sur le terrain, j'apprécie. Donc même si bien sûr il a encore beaucoup de taf et encore une marge de progression intéressante, j'apprécie beaucoup le début de saison que nous fait en ce moment l'ancien de Villanova, Jalen Brunson. 7 hours later. Jalen Brunson, pour vous, c'est 51% au tir fort, 43% au tier 5 et 5% au tier 2. Bon, le tier 2, je suis pas du tout d'accord, et c'est vrai que j'aurais moi aussi hésité entre l'échelon 4 et l'échelon 5. Pardon, vous avez dit tier fort. Et justement, je fais un petit lapsus, parce que moi, je l'aurais peut-être plus mis au tier 5, alors je suis assez d'accord pour dire que Jalen Brunson,
c'est meilleur que Cole Anthony, et encore, en fait, c'est difficile de les comparer parce qu'ils apportent tout plein de choses, mais je le trouve quand même en dessous de mecs comme Malcolm Brogdon et Lonzo Ball. Donc moi, Jalen Brunson, ça aurait plus été un tier 5 pour moi, parce que c'est pas encore un joueur à la hauteur des autres qui sont dans le tier 4, et contrairement à un Anthony, même s'il a un rôle différent, c'est pas non plus un franchise player à Dallas, alors que Anthony, dans une équipe qui perd, hein, par contre je le répète, est lui un franchise player à Orlando. Donc pour moi, ça aurait été plutôt tier 5, même si ça peut paraître sévère, même si de toute façon, quoi qu'il arrive, il peut y avoir des disparités hein, entre plusieurs joueurs dans un tier, ça fait partie du jeu, mais là-dessus, je pense que ça aurait été notre premier petit désaccord, j'aurais baissé Jalen Brunson d'un cran. Le joueur suivant dont on parle, c'est Cade Cunningham. Lui, en tant que rookie, il a été très critiqué pour ses débuts. Un peu trop d'ailleurs à mon goût, après je peux comprendre hein, qu'on en attendait énormément de sa part. Quand t'es first pick, t'as la pression, et en termes d'adresse, Cunningham a fait un départ catastrophique, historiquement mauvais même à 3 points. De plus, il a manqué l'ouverture à cause d'une blessure à la cheville, ça l'a pas aidé évidemment, et là je trouve que mine de rien, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, il y a un peu de mieux, même si c'est pas tout à fait ça encore. Il est toujours pas aussi efficace que ce qu'on aimerait, mais ses stats quand même, je veux le noter, sont en hausse constante. Sa polyvalence lui permet de cocher toutes les cases, et pour son 10e match, il réalisait déjà un triple-double. Tout ça c'est balèze. Maintenant, il n'est pas pour le moment le joueur miraculeux qu'on attendait aux Pistons, celui qui allait transformer l'équipe et pouvait la rendre playoffable immédiatement. Il pourra l'être, hein, mais il l'est pas encore, en tout cas pour l'instant. Au final, même si ses progrès sont notables, je pense qu'il a encore énormément de boulot à produire, et pour le moment, si l'on oublie qu'il est rookie, parce que je le répète, même si c'est sévère, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, son impact dans une équipe qui traîne dans les bas-fonds de la ligue est loin d'être excellent quand même, comparé à la plupart des meneurs NBA. A few minutes later. Pour Cade Cunningham, vous êtes 88% à le mettre au tier 5, donc je le mets ici, 10% au tier 4, 3% au tier 3, et je vous rejoins, hein, même si ça me fait de la peine, parce que Cade Cunningham, c'est quand même un joueur impactant, hein, qui fait tout plein de choses à Détroit, et c'est bien hein, tout ça pour un rookie. Maintenant, voilà, c'est comme ça, il va vite monter, je pense, mais pour le moment, ce qu'il a montré, avec une adresse au shoot catastrophique, même si je veux pas parler que de ça, c'est difficile d'être au niveau par rapport aux meilleurs joueurs de NBA, aux meilleurs meneurs de NBA actuellement, donc tier 5 pour l'instant pour Cade Cunningham, ça me semble cohérent, mais je compte sur lui pour rapidement grimper dans les échelons. Le suivant, est-ce qu'il va y avoir vraiment débat sur lui? C'est Stephen Curry. Lui nous a fait un début de saison fabuleux, exceptionnel même, et si aujourd'hui les Warriors sont dans le top 2 à l'ouest, il en est grandement responsable, on va pas le cacher. Le mec, il nous a fait un peu plus d'un mois complètement sur une autre planète, mais vraiment complètement. Il était limite le favori number one no-brainer pour le trophée de MVP, même si ça peut être un petit peu changé, et encore il y a discussion. Là, le gars, depuis le début de la saison, il a fait 3 matchs à 40 points ou plus, c'est énorme. Il est devenu le meilleur shooter à 3 points all-time, ça montre toute sa grandeur. Maintenant, c'est vrai que depuis le coup de mou qu'il a eu en chassant le record, son impact est un poil plus irrégulier, et encore je suis sévère. Dernièrement, il a connu une panne d'adresse qui est un peu historique, pour lui, hein, bien sûr, et sa régularité n'est plus aussi folle qu'en début d'exercice. Maintenant, je m'en fais pas, c'est aussi le quotidien de tous les snipers de connaître des jours sans, et puis ça va, il reste quand même l'un des tout meilleurs joueurs de la ligue, hein, je dis pas un des meilleurs meneurs, mais l'un des tout meilleurs joueurs de la ligue. C'est un super leader, qui n'est plus qu'un simple scoreur, qui a mûri, qui a progressé dans tous les secteurs du jeu, et même quand ça ne rentre pas, ce que j'apprécie, c'est qu'il garde une confiance en lui et un leadership qui permettent aux Warriors de continuer à avoir de beaux espoirs hein, pour cette saison. Surtout maintenant que Klay Thompson est revenu, alors avoir un tel impact sur le parquet dans une équipe qui domine comme les Warriors, ça mérite sans aucun doute d'être mis sacrément en lumière. A little longer than a few minutes later. Allez, pour Stephen Curry, il n'y a pas trop d'hésitation, parce que 96% de vous l'avez mis au tier 1, et effectivement, pour moi, on peut pas le mettre ailleurs. Et ça se voit, hein, tous ceux qui n'ont pas voté Curry au tier 1 sont des trolls, vous êtes 4% à l'avoir mis au tier 5. Donc écoutez, c'est du troll, tier 1 pour Curry, c'est du no-brainer, et il n'y a pas du tout de discussion possible pour ça au vu de son début de saison. Passons maintenant à Spencer Dinwiddie. Et tout comme les Wizards, il avait vraiment bien commencé sa saison. Et je pense qu'il était vraiment responsable des bons résultats de Washington. Mais depuis, tout comme les résultats de son équipe, je trouve que c'est un peu la descente aux enfers hein, pour Dinwiddie. Je veux pas non plus lui donner toute la responsabilité, évidemment, mais c'est quand même flagrant. Quand il joue bien, les Wizards assurent, et quand il se trouve, c'est un peu moche à voir. En tant que meneur, c'est lui, je pense, qui doit donner le tempo des deux côtés du terrain. Et ça, autant des fois il le fait parfaitement, autant d'autres fois, il le fait pas. C'est pas régulier son impact. Il y a qu'à voir son adresse globale, hein, qui a moins de 40% pour s'en convaincre. Là, depuis un peu plus d'un mois, je sais pas trop ce qui se passe. Peut-être qu'il a une chute de confiance, ou alors
alors un gros trou noir, hein, peut-être, après un an sans jouer à cause des blessures, mais là je trouve que ça va pas du tout, et ça fait vraiment contraste avec son début de saison. Son début de saison, je l'ai trouvé excellent. Là on voit que tous ses chiffres sont en baisse. Au final, avec le temps, je me demande s'il est bien compatible avec Bradley Beal. Les deux ont beaucoup besoin de la balle, jouent beaucoup en ISO, et je trouve qu'il se marche peut-être un petit peu sur les pieds. Je le trouve vachement moins agressif qu'en début de saison, il va moins au cercle, il provoque moins de fautes, il est limite méconnaissable, hein, comme s'il était résigné. Après, bon, il en a quand même, hein, du talent. C'est un joueur polyvalent qui peut performer sur pick and roll, qui peut être impactant, et s'il s'en donne les moyens, il peut aussi aller au cercle quand il veut. C'est vraiment ce qui fait sa force à Dinwiddie. Et tout ça, de toute façon, il peut le faire, hein, il l'a montré en début de saison, c'est pas sa blessure qui l'empêche de le faire. Mais là, je trouve que ça saute un peu aux yeux, il y arrive beaucoup moins, ça l'empêche pas d'être un bon joueur intrinsèquement, mais un bon joueur intrinsèquement en galère, je trouve, Spencer Dinwiddie. 2 hours later. Ok pour Dinwiddie, hein, vous êtes 62% à le mettre au tier 5, 38% au tier 4. Tier 5, c'est sévère, hein, vu le début de saison qu'il a fait, et surtout après la blessure qu'il a eue, mais trop inconstant et trop en galère ces derniers temps, je trouve, pour le mettre plus haut, malgré son niveau intrinsèque, hein, comme je disais. Donc ça me fait mal au cœur, mais tier 5 pour Dinwiddie, surtout qu'il défend plutôt fort, hein, même si c'est pas non plus super régulier. Mais tier 5 pour Dinwiddie, ça me paraît plutôt cohérent, donc je valide tout ça. On enchaîne avec Luka Doncic, un autre joueur des Mavericks après Jalen Brunson, et surtout un joueur qui est un réel génie, hein. Je vais pas revenir sur toutes les qualités de Magic Luka, on les connaît, c'est un scoreur ultra gifté, un super playmaker, et surtout un mec au QI basket impressionnant. Donc tout ça, je vais pas en faire des tonnes, tout le monde le sait. Mais du coup, quand on sait tout ça, je trouve qu'on a le droit d'être exigeant aussi. Bien sûr, il fait toujours partie des préférés des fans, et je le comprends. Bien sûr, il s'apprête encore à être titulaire au All-Star Game, et je le comprends. N'empêche que pour sa 4e saison, c'est celle qu'on évalue aujourd'hui, ses débuts sont un peu tumultueux, son nombre de points et ses pourcentages sont en baisse, sa forme physique questionne un peu, lui-même a dit qu'il avait sûrement un peu trop abusé après les Jeux Olympiques, et on veut bien le croire, ça lui enlève en rien son talent, hein, mais je trouve qu'on peut rester un petit peu sur notre faim. Si le Slovène a tout pour devenir un joueur générationnel, son éthique de travail commence à être un petit peu remise en question par les analystes US, et on pourrait dire que parfois on a l'impression qu'il se repose énormément sur ses acquis. Balle en main, c'est sûr, hein, c'est un génie, je l'ai dit, mais lorsqu'il a pas, il ne propose pas grand-chose, en défense c'est toujours compliqué pour lui, et mine de rien, il commet pas mal de déchets. Si ses balles perdues peuvent en grande partie être expliquées par son volume de jeu, quasi 5 par match, ça reste quand même trop. Après, il se rattrape, hein, en étant un énorme compétiteur quand même, et ses qualités offensives lui permettent de faire partie, à seulement 22 ans, des meilleurs joueurs de la ligue, ça c'est indéniable. Surtout qu'il est aussi l'un des joueurs les plus clutch en NBA. Mais même si ça peut paraître sévère, je me dis que ça pourrait être encore mieux. Après, plus la saison avancera, je pense, et plus ça ira, plus il retrouvera sa forme, je m'en fais pas. Même si là, le Covid a provoqué un petit coup d'arrêt dans sa remise en forme, ça peut être embêtant, je m'en fais pas trop. Mais si Dallas n'explose pas autant que ce qu'on aurait pu espérer cette saison, ce n'est pas que parce que Luka est mal entouré, à mon avis. 15 minutes later. Pour Luka, vous êtes 70% à le mettre au tier 2, donc le premier joueur qu'on a au tier 2, 21% au tier 1, 9% au tier 3. Et c'est vrai que le tier 2, ça pourrait paraître un petit peu sévère quand on voit tout l'ensemble de la carrière de Luka Doncic, hein, c'est clair et net. Sauf que depuis le début de la saison, il y a quelques doutes qui commencent à transparaître. Et franchement, le tier 2, je le comprends, à cause de son manque d'implication off the ball, en fonction de ses balles perdues, peut-être en raison de sa forme physique. Alors c'est sûr que les attentes sont très hautes et ça doit pas rentrer en compte. Bien sûr, j'aurais hésité entre le tier 1 et le tier 2, mais si le tier 1 est réservé aux demi-dieux et le tier 2 à l'élite, je me dis que Luka, c'est l'élite, mais sur ce début de saison en tout cas, sur sa carrière, je pense on peut le considérer comme un demi-dieu, mais sur ce début de saison en tout cas, ça me va de le mettre au tier 2 et je rejoins la commu sur ce vote. La suite avec De'Aaron Fox, qui lui avait vraiment fait une breakout season l'an dernier, mais je trouve qu'il peine un petit peu à confirmer sur cette campagne pour le moment. En fait, tous ses chiffres sont en baisse importante, notamment les points, les passes et l'adresse quand même, des stats importantes pour un meneur, donc ça pique. Et le plus gros problème cette année, je trouve, c'est que Fox n'a aucune régularité. Après, l'ambiance des Kings et les changements de coach, c'est sûr, ça l'aide pas du tout, mais quand même, ça excuse pas tout. Et je trouve qu'il y a un côté qui va moyennement avec De'Aaron Fox. On le sent un petit peu désabusé, et même si c'est pas professionnel, ça peut se comprendre, n'empêche. Sacramento est encore au fond du gouffre, l'avenir de la franchise est toujours aussi flou. Du coup, je revois un petit peu moins le dragster hyper agressif de l'an dernier, que je kiffais vraiment. Je trouve que Fox est un peu moins percutant, qui balance des shoots moins réfléchis, et son rôle là, il a un petit peu de mal à le trouver. À côté de lui, il a un Tyrese Haliburton excellent, balle en main, en tant que playmaker, mais Fox, j'ai l'impression qu'il a aussi besoin du ballon pour briller, pour utiliser sa vitesse et jouer le 1 contre
frein. Maintenant, ces dernières semaines, j'ai trouvé qu'il y avait du mieux. Gentry l'utilise de plus en plus off the ball et Fox semble s'adapter peu à peu. Il est moins percutant, c'est sûr, mais dans ce rôle, il commet aussi moins de déchets, il est plus efficace. Il vient de mettre 3 fois 30 points, là, c'est pas mal, mais à chaque fois, les Kings ont perdu, et ça, quand même, c'est dommage. Après, si on fait le bilan concernant Fox, malgré ses 3 belles performances dans des défaites, je trouve que ça reste encore un peu fragile, et ça donne l'impression qu'à Sacramento, tant qu'on mettra pas un grand coup de pied dans la fourmilière, ça risque encore un petit moment de pédaler dans la semoule. Several months later. Pour De'Aaron Fox, vous êtes 52% à le mettre au tir fort, 38% à le mettre au tir 3, 10% au tir 5 carrément. Ça, je trouve ça ultra sévère. J'aurais hésité aussi entre le 3 et le 4, mais quand je vois ce qui a déjà été fait, effectivement, De'Aaron Fox, j'ai du mal à le mettre au même niveau que la Melo Ball, et je le vois plus du niveau de cela, même si forcément il y a des disparités. Même si Jalen Brunson, je le répète, je l'aurais peut-être mis un cran en dessous. Mais peu importe, ça on reviendra dessus à la fin du live. De'Aaron Fox, ouais, il y a un petit peu de mieux ces derniers temps, mais son début de saison était trop aléatoire, j'ai envie de dire. Il a le niveau hein, pour monter au fil de la saison, et je pense qu'il peut le faire, mais pour l'instant, en plus de ça, en n'étant pas super bien coaché, peut-être avec Gentry, là, ça va commencer à trouver ses marques, mais pour l'instant, tir fort pour De'Aaron Fox, je trouve ça plutôt cohérent. Prochain joueur, Darius Garland. Alors lui, il me fait plaisir, méchamment plaisir même. Il est déjà en train de prendre un nouveau rôle à la main à Cleveland. La blessure de Colin Sexton l'a encore plus propulsé vers les étoiles, je trouve, et la blessure de Rubio l'a encore plus responsabilisé. Pourtant, je trouve qu'on en parle encore trop peu de Darius Garland. À Cleveland, la plupart des projecteurs, j'ai l'impression, sont sur le rookie Evan Mobley, et encore, s'il y a des projecteurs sur Cleveland, parce qu'il y en a peu. Pourtant, que ce soit dans le scoring, dans le playmaking, qu'est-ce qui fait du bien ce Darius Garland? Si les Cavs sont dans le top 6 à l'ouest, il en est partiellement responsable, hein, c'est sûr, son importance dans le jeu, elle est capitale, je pense qu'on s'en rend pas assez compte, et comme par hasard, quand il a été absent là récemment, Cleveland a perdu 4 des 5 matchs où il était pas là, c'est significatif tout ça quand même. Dans cette jeune équipe, c'est lui qui dicte le rythme, qui sert les autres, c'est lui aussi qui apporte en premier lieu cette agressivité, je trouve, qui définit les Cavs. De plus en plus, il trouve le juste milieu entre la création de son shoot et la création pour les autres, tout ça j'aime bien. Plus ça va, plus il arbore le costume du général, c'est très cool, et même si comme partout à Cleveland c'est dur avec le Covid, Garland ne faiblit pas. Ce qui m'épate moi, ce sont ses pourcentages, jamais il n'a été aussi propre, c'est 91% au lancer franc, ça montre qu'il a un vrai poignet, et ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas encore de vraie star à Cleveland, et tout fonctionne sur le collectif, et même si bien sûr il va pas tout porter tout seul, c'est quand même lui, en tant que meneur, le premier qui l'a fait tourner cette équipe, donc big up à Darius Garland pour ça. Thousands of tears later. Ok, pour Darius Garland, vous êtes 70% à le mettre au 3e échelon, à côté de la Melo Ball. Vous êtes 14% à le voir plus haut au tir tout, 14% à le mettre plus bas au tir fort, et 2% à le mettre carrément au tir 5. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une grande majorité pour le tir 3, et je comprends, après c'est pas tout à fait le même type de joueur que la Melo Ball, mais mine de rien, même s'il y a peut-être des disparités entre ces deux joueurs, je trouve que ils sont plutôt pas mal ensemble à cet échelon, même si j'ai une petite préférence pour le niveau de la Melo Ball. Garland est trop dans l'ombre, on en parle peu, et je trouve que c'est mérité de le mettre à cet échelon numéro 3, donc là-dessus on est d'accord. La suite avec Shai Gilgeous-Alexander. Et lui, c'est un cas très complexe, je trouve. Shai, on parle beaucoup de lui, et c'est normal, parce qu'il est très beau à voir jouer. Le mec est super vif, super malin, et forcément, il attire la sympathie. Il a aussi une excellente détente, il peut poser de gros dunks, et c'est normal qu'il soit un joueur que les fans apprécient, moi le premier d'ailleurs. D'autant plus qu'à OKC, l'équipe est très jeune, mais le go-to guy, c'est bien Shai Gilgeous-Alexander. Ces 2 dernières années, il a pris une toute nouvelle dimension, c'est clair. Maintenant, ses chiffres sont un peu en baisse, et notamment au niveau de l'adresse, c'est vraiment pas foufou. Vu que beaucoup de choses repose sur lui en attaque chez le Thunder, il peut avoir tendance à forcer un peu trop, je trouve, cette saison, surtout que maintenant les défenses l'attendent réellement de pied ferme, c'est flagrant, et du coup il a pas la même réussite au shoot. Quand tu vois qu'il passe de 42% à 3 points l'an dernier à 28 cette saison, ça illustre bien ce constat, je trouve. Du coup, même si individuellement il a de sacrés skills, c'est difficile d'être vraiment dithyrambique à son propos. Le Thunder a le 4e pire bilan de la ligue, et même si l'équipe accumule les jeunes et les assets, on sait pas trop où elle va, je trouve. Ces incertitudes, ça aide pas forcément Shai à se développer, à mon avis, et c'est peut-être l'une des raisons qui font que je suis un poil moins enthousiaste à son propos que ce que je pouvais l'être l'an dernier. Ça reste un excellent joueur, hein, attention, mais enfin voilà, j'espérais peut-être un peu plus, même si les attentes vont pas rentrer en compte aujourd'hui, j'attendais peut-être un peu plus de sa part. 16 paranoia-filled days later. Pour Shai Gilgeous-Alexander, vous êtes 65% à le mettre au 3e échelon,
25% à penser qu'il mérite plutôt le 4ème, 5% pour l'échelon 1 et 5% pour l'échelon 2. Et là-dessus, l'échelon 3, moi je pense que c'est ce que j'aurais fait, même si c'est très difficile. Et d'ailleurs, c'est assez compliqué de le comparer avec les autres qui sont à son échelon, c'est-à-dire Lamelo Ball et Darius Garland, dans la mesure où Shai est dans une équipe qui perd beaucoup. Maintenant, il reste quand même un excellent joueur, hein, qui est très skillé, et même si je suis pas fan de sa régression à 3 points, et pas fan des résultats collectifs d'OKC, et pas fan de la direction dans laquelle l'équipe va, Shai Gilgeous-Alexander au tier 3, ça me convient plutôt bien, donc je valide votre choix. La suite avec Devonte Graham. Cet été, il faut être conscient que les Pels ont reconstruit totalement leur backcourt. Devonte Graham a été propulsé meneur titulaire en lieu et place de Lonzo Ball, dans un profil tout à fait différent, et dernièrement on a beaucoup parlé de lui. En même temps, son buzzer beater complètement fou de l'autre côté du terrain et ses 8-3 points marqués contre les Bucks, ça a suscité le buzz, et c'est normal. Mais excepté ça, si on regarde de plus près, je trouve que sa saison est un peu compliquée. Dans son profil d'énorme shooter, son adresse n'est pas du tout propre, pas du tout régulière. Alors ok, il prend la majorité de ses shoots derrière la ligne à 3 points, mais sa sélection, parfois, elle pose un petit peu question. Il y a des moments où il active clairement le mode arrosage des Devonte Graham. Je pensais qu'il était un joueur qui pourrait exploser cette saison, mais pour le moment, je reste un petit peu sur ma faim. Après, tout n'est pas négatif, hein. Il est un joueur agressif que j'aime bien, qui a une bonne mentalité, mais sa confiance, là, elle semble un petit peu en chute libre. Il continue à jouer le 1 contre 1 pour balancer des pull-ups, mais je le trouve plus hésitant, moins percutant, on sent qu'il se frustre aussi un petit peu, et je peux le comprendre avec les résultats des Pelicans. Il a du mal à devenir un leader comme j'aimerais, notamment dans le playmaking. Il n'est pas encore une option assez sûre dans une team qui voudrait gagner. Alors je vais clairement pas même l'accuser de tous les maux des Pels, mais l'absence d'un vrai meneur de jeu, plus serein, je pense, leur fait défaut. Donc c'est aussi ça qui explique en partie, je pense, leur mauvais début de saison, même si, je le répète, hein, Devonte Graham n'est pas la seule cible de mes critiques. Many hours later. Ok, pour Devonte Graham, grande majorité encore, et là-dessus je vous rejoins totalement, pour moi il n'y a pas trop d'hésitation possible, vu les joueurs qui sont déjà classés, 84% au tier 5, 16% au tier 4, pas de vote pour les échelons supérieurs, voilà, hein, il est un peu trop en galère avec son shoot, et puis avec son playmaking surtout, dans une équipe qui n'assure pas. Tier 5, ça fait mal, hein, mais bon, ça reste quand même, je répète, ça reste quand même un bon tir, mine de rien, au vu de la concurrence, et ça me semble cohérent pour Devonte Graham. La suite avec James Harden. Alors lui, comme je le disais dans l'intro, il est le premier que les haters aiment critiquer. Et c'est vrai que son début de saison n'était pas à la hauteur. Il n'était pas très copain avec son shoot, il souffrait un petit peu des nouvelles règles, son scoring était hyper irrégulier, et son impact bien trop sur courant alternatif. Et son body language n'était pas toujours bon. On le sentait frustré, des fois il baissait la tête, il baissait les yeux, et les trolls s'en donnaient carrément à cœur joie concernant le barbu. Pourtant, ils oubliaient quand même une chose, je trouve, c'est que Harden, soir après soir, montrait continuellement qu'il était un super playmaker. Jouer le pick and roll, fixer les défenses, lâcher la balle, tout ça, il sait vraiment le faire. Être le deuxième meilleur passeur de la ligue cette saison derrière Chris Paul, je trouve que c'est quand même significatif. En parallèle, il est toujours un joueur actif, capable de prendre des rebonds, de coller des triples-doubles. Je crois qu'en fait, on a trop pris son niveau de Houston pour acquis. Alors forcément, à Brooklyn, dans un autre rôle, avec un Kevin Durant en mode MVP, on peut pas non plus s'attendre à la même chose. Donc les critiques, je trouve que parfois elles sont abusives. Aujourd'hui, en fait, je trouve, si je fais le bilan, que comparé à Houston, c'est peut-être qu'il joue davantage un basket de la gagne. Le truc, c'est qu'en plus, je pense qu'il est arrivé en début de saison pas en super forme, il avait toujours des restes de sa blessure, sa prépa a été tronquée, vu qu'en plus Harden, c'est un peu du genre à faire le yo-yo avec son poids, tout ça, ça aide pas. N'empêche que là, ça commence à revenir. Après 4 matchs manqués en raison du protocole Covid, il a profité d'être chez lui pour taffer son cardio, pour soigner son alimentation, et à son retour, tout ça, ça s'est vu. Il a enchaîné 4 matchs de suite entre 33 et 39 points, et sur ces 4 matchs, il a fait 3 triples-doubles, c'est juste énorme. Peu de joueurs dans la ligue sont capables d'avoir un tel volume, donc ok, on peut lui reprocher tout plein de choses, surtout que dernièrement il a connu encore un petit coup de mou, mais clairement il est en train de monter en puissance, et il reste un élément essentiel de ces Nets, qui permet notamment à KD de ne pas recevoir toute l'attention des défenses, et ça je pense que c'est primordial. One extremely annoying shift later. Ok, pour Harden, vous êtes 71% à le mettre au tier 2, à côté de Luka Doncic. Vous êtes 25% à le voir plus haut au tier 1 et 4% à le voir un peu plus bas au tier 3. Je trouve que au vu de qui on a mis, si on met Luka Doncic au tier 2, c'est plutôt cohérent de mettre James Harden à ses côtés. C'est vrai qu'en début de saison, il a un petit peu souffert des nouvelles règles, il allait moins souvent sur la ligne des lancers francs et les défenses pouvaient beaucoup plus monter sur lui. Ça, il a galéré. Maintenant, j'ai l'impression quand même qu'il s'adapte et qu'il est en train de monter en puissance. Donc viser le tier 1 d'ici la fin de la saison, je me dis qu'il y a moyen. Si on le jugeait pour la carrière, clairement, il mériterait le tier 1. Mais si on fait le bilan de cette
première petite moitié de saison. Je valide ce tier 2 pour James Harden. La suite avec Jrue Holiday. Alors pour lui c'est pareil, je vais pas trop insister parce que j'ai carrément fait une ode pour Jrue Holiday dans ma vidéo sur d'il y a une semaine sur les joueurs sous-cotés. Pour moi ouais, il est toujours un underrated player. Si on parle énormément de sa défense, à juste titre, on en oublie presque tout ce qu'il fait et tout ce qu'il apporte en attaque. Il joue parfaitement le rôle qu'il doit avoir dans cette équipe des Bucks, il joue très juste, il met des gros shoots, il partage la gonfle, il peut jouer avec et sans la balle, il peut scorer quand Giannis et Middleton ont un jour sans, qui a même pu porter sa team sur son dos quand il y avait des absents et mettre 40 pions. Il distribue vachement bien, il est très adroit, il fait ça de façon naturelle, c'est complètement fou, il est très easy en fait je trouve quand il joue au basket, tout a l'air simple et ça en passe presque inaperçu. Au niveau de la défense pour moi il est vraiment élite, c'est sûrement le meilleur défenseur à l'extérieur de la ligue, le meilleur défenseur au périmètre de la ligue je pense. Il me fait halluciner, dommage qu'il soit absent à son tour à cause du Covid, parce que à mon sens il est bien plus qu'une troisième option quand je l'entends parfois, surtout vu l'adresse de Middleton cette saison qui est pas ouf. Holiday je trouve bien plus régulier et en fait il est la clé je pense qui peut permettre aux Bucks de choper le doublé et encore plus cette saison maintenant qu'il a pris ses marques à Milwaukee et que je trouve encore meilleur quoi. 2 very boring minutes later. Ok pour Jrue Holiday, ok, vous êtes 54% à l'avoir mis au tier 3, alors on va le mettre au tier 3, hein. C'est vous qui faites ce tableau, c'est vous qui décidez, 42% au tier 2 et 4% carrément au tier 1. Bon, tier 1 je trouve que c'est abusé, mais le tier 3 je trouve ça très dur, parce que ok c'est pas un franchise player comme peut l'être Luka ou comme peut l'être James Harden, même si maintenant le franchise player des Nets c'est plutôt Kevin Durant, mais ce qu'il fait c'est vraiment un basket de la gagne, un basket propre, un basket juste des deux côtés du terrain, contrairement à Luka et James Harden, et donc on aurait eu un deuxième désaccord. Bien sûr, hein, je veux pas dire que intrinsèquement il a le même talent offensif que les deux autres, mais sur tout ce qu'il apporte sur le terrain et des deux côtés, moi je l'aurais mis au tier 2. Donc c'est notre deuxième désaccord pour ce live, mais moi ouais, ça je valide pas, je l'aurais mis un cran au-dessus. La suite avec Damian Lillard. Après James Harden, en voilà un autre qui a été beaucoup critiqué depuis le début de la saison. Vous l'avez même élu déception du premier tiers de la saison lors de ma vidéo sur les Awards, et ça peut se comprendre. Alors que lui, son rêve c'est de jouer le titre, actuellement Portland est au fond du gouffre. Lillard a vraiment souffert des nouvelles règles lui aussi, hein, comme James Harden, non pas parce qu'il allait moins sur la ligne des lancers, lui, parce qu'il y va un peu moins, mais c'est moins flagrant, mais surtout parce que maintenant les défenses peuvent se permettre d'être beaucoup plus agressives sur ses shoots de loin. Il a eu du mal à s'y faire, c'est le moins qu'on puisse dire, ses pourcentages étaient affreux, son match à 4 points en début de saison face aux Pacers doit encore faire cauchemarder pas mal de fans je pense, pas mal de fans de Portland ou de Lillard. Heureusement depuis quelques temps il y a du mieux, avec pas mal de belles perfs, dont une perf à 43 points, je trouve qu'on retrouvait le real Dame un peu, le real Dame, cette espèce d'alpha dog qui peut porter sa team, mais le souci c'est que ça n'a apporté que 2 wins de suite, et après malgré d'autres belles perfs de Lillard, les Blazers ont encore enchaîné les défaites. Alors bien sûr c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents, il y a McCollum qui est absent aussi, avec le Covid ça n'aide pas, mais c'est le lot de toutes les équipes ça. Là lui il a été mis sur le côté à cause d'une blessure aux abdos, visiblement cette blessure, et ça peut l'excuser, ça le gêne depuis le début de la saison, c'est une espèce de blessure lancinante qui fait mal sur la durée, qui lui fait perdre de l'explosivité notamment, c'est vraiment, ça peut être une vraie raison. Cependant, on peut pas non plus trouver des excuses à tout le monde, et individuellement c'est clair, hein, il reste un très bon joueur, mais pour le moment je trouve que les Blazers ne gagnent pas, du moins pas assez, et Lillard doit au moins en assumer une part des responsabilités. 3 hours later. Ok, pour Damian Lillard, je pensais que je serais sévère à l'imaginer au tier 3, mais en fait vous êtes en grande partie d'accord avec moi, et même plus sévère, vous êtes 66% à l'avoir mis au tier 3, 23% même à le mettre au tier 4, et seulement 4% à le mettre au-dessus au tier 2, sachant que même 6% le mettre au tier 5, même si je trouve ça trop sévère. Tier 3, ça me semble cohérent. Sur l'ensemble de sa carrière, bien sûr qu'il mérite d'être plus haut, mais vu qu'on est là pour juger juste cette saison, là, son adresse fait un petit peu mal, les résultats de Portland font mal aussi. Il est en train de monter en puissance, hein, il a vraiment de quoi viser plus haut qu'un tier 3, vraiment, il a tout ce qu'il faut dans le bagage pour viser plus haut, mais actuellement, ça me va de mettre Damian Lillard au tier 3. Franchement, ça me va bien. On enchaîne maintenant avec Kyle Lowry, un bon vétéran de 35 ans comme on les aime. Le mec sait très bien ce qu'il faut faire pour gagner. Il n'a pas besoin de mettre 20 points par match, ni même 15, mais par son expérience et sa science du jeu, ce qu'il apporte à Miami, je trouve, est très précieux. Déjà, les shooters comme Tyler Hero ou Duncan Robinson, il les sert sans souci. S'il tourne à plus de 8 passes par match, c'est pas pour rien. Il sait aussi s'effacer, je trouve, pour laisser briller des gars comme Butler et Adebayo quand ils portent un petit peu la balle, les deux. Et même quand la moitié de la team était absente et qu'il jouait avec les réservistes, il arrivait à les mettre eux aussi en valeur
l'heure, des joueurs avec des noms qu'on connaissait à peine qui performaient, parce que Kyle Lowry arrivait bien à les trouver, je trouve que c'est fort. Mais surtout, en fait, moi, il y a une chose que je retiens particulièrement en ce début de saison, c'est qu'ils se font parfaitement dans le hit basketball qui est prôné par Eric Spoelstra et Pat Riley, forcément. Le mec joue dur, il a le sens du sacrifice, il pense au collectif avant lui, tout ça j'aime bien. Après, c'est sûr, il shoot qu'à 42%, mais est-ce que c'est bien important? En parallèle, c'est un mec qui joue dur, très dur, qui prend des coups, qui en donne, qui se comporte en leader, qui a une vraie énergie et qui a un apport hyper contagieux, je trouve, sur ses coéquipiers. Ce qui est fou aussi, c'est sa capacité hors du commun à provoquer des charges. Il domine la ligue dans ce domaine où son seul rival, c'est Blake Griffin, qui en a provoqué un peu moins, mais Kyle Lowry domine dans ce secteur. Il a peur de personne, il anticipe, il se place et il encaisse les coups sans broncher. C'est assez fou, hein, je trouve, la science qu'il possède là-dessus. Il est toujours au bon endroit au bon moment. Il peut pas vraiment poser de contre, hein, c'est sûr, avec son mètre 83, mais il a trouvé un autre moyen de protéger la raquette, et ça marche. Et comme je disais, ça booste toute l'équipe, tous ses potes se mettent à faire comme lui aussi, à provoquer des passages en force, je trouve ça dingue, le hit est l'équipe qui propose le plus de charges dans la ligue, et tout ça, bah, merci à Kyle Lowry. En vrai, c'est un meneur, c'est sûr, c'est pas le plus qu'il est de tous les meneurs qu'on a dans la liste, c'est vraiment certain, mais je trouve que lui, il a un apport, et il fait partie un petit peu de l'exemple de ceux qui a un impact qui va vraiment au-delà des stats et du simple scoring. The following day. Ok pour Kyle Lowry que vous mettez à 70%, donc une majorité assez écrasante à l'échelon numéro 3. Vous êtes 16% à le voir à l'échelon numéro 4, ça je trouve ça sévère, et 14% à le voir au tier 2, ça je trouve ça un petit peu trop haut. Non franchement le tier 3 ça me convient, c'est sûr, hein, c'est un basket de la gagne, et ça mérite d'être mis en valeur, mais je le trouve quand même en dessous d'un Jrue Holiday que moi je le répète, hein, j'aurais mis au-dessus, c'est un petit peu le même style de joueur, mais en défense Jrue Holiday est quand même plus performant, et en attaque, Jrue Holiday aussi est plus performant. Donc Kyle Lowry au tier 3, ça me fait très bizarre, hein, de le voir à côté de Damian Lillard, mais au vu du début de saison de Damian Lillard, qui est pas ouf, surtout au niveau de l'adresse, finalement, je trouve que ça a du sens de mettre Kyle Lowry au tier 3. La suite avec Tyrese Maxey, un autre sophomore, on en a eu quelques-uns aujourd'hui, un petit jeune de 21 ans qui profite de la situation complexe de Ben Simmons à Philadelphie pour se retrouver avec de grosses responsabilités. Et c'est cool parce que bien sûr, il n'a pas un potentiel, en tout cas actuellement il n'a pas un niveau All-Star comme Ben Simmons a pu l'avoir, il n'est pas aussi athlétique, il distribue pas le jeu comme Ben, il défend pas pareil non plus, faut dire aussi qu'il n'a pas du tout le même physique que Ben Simmons, mais peu importe parce qu'il apporte à ses Sixers, je trouve, quelque chose qu'il n'avait pas avant, et c'est quelque chose qui est recherché en plus. Cette espèce d'étincelle, cette espèce d'allumette un peu qui n'a peur de rien, un gars fougueux, hyper rapide, qui aura les balls de prendre les gros tirs, et qui est aussi un très bon finisseur à 3-4 mètres, notamment sur ses flotteurs. Et ce qui me surprend, en fait, de plus en plus, c'est que ce que je découvre sur lui, c'est son efficacité sur pick and roll. Il s'est vraiment développé de ce côté-là, il prend les écrans, et avec sa vitesse, son handle et son toucher, il arrive à faire la diff. Il a fait des gros progrès de loin aussi, même si c'est toujours pas un sniper d'élite. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est au moins respecté derrière la ligne à 3 points, notamment sur catch and shoot, je trouve, où il fait preuve d'une meilleure constance. On sent qu'il a mûri, qu'il est moins foufou que lors de son année rookie, il est un peu plus patient, il va mieux chercher ses spots, et ça fait que tout ça, avec tout ça, il a des bons pourcentages, et ça fait du bien, en fait, je trouve, à ces Sixers d'avoir un scoreur qui sait créer son tir, en plus, parce que le plan de jeu, si on schématise de façon très grossière de Philadelphie, c'est tu foutais Embiid au poste, et tu mettais que des shooters au périmètre à qui il distribuait s'il était pris à deux, et ça a des limites. Maxey, je trouve, avec son impact, apporte plus de variété, un mec qui est créatif, qui est imprévisible et qui donne une folie, qui fait du bien à ses 76ers. Je suis étonné aussi du peu de balles qu'il perd, donc clairement, il a tout plein de progrès à faire encore, tout plein de choses à polir dans tout plein de domaines, mais il apporte un vrai vent de fraîcheur à ses Sixers et ils en avaient bien besoin, donc big up à Tyrese Maxey pour ça. Justin. Pour Tyrese Maxey, vous êtes assez d'accord, vous êtes 68% à le mettre ici, au tier 5, 33% à le mettre un peu plus haut au tier 4, et pas de vote pour les échelons supérieurs, et c'est tout à fait normal. Là-dessus, hein, je vous rejoins, hein, malgré toutes les bonnes choses que j'ai dites juste avant, il a encore tout plein de choses à polir, comme je l'ai expliqué aussi, et tier 5, quand on voit tous les joueurs qui sont devant lui, on peut pas encore le mettre au niveau d'un Lonzo Ball ou d'un Malcolm Brogdon, par exemple, ou même d'un De'Aaron Fox. Donc un tier 5 pour Tyrese Maxey, ça me semble cohérent, et comme je disais aussi, il peut, à mon avis, il a plus le profil du 6e homme idéal dans une équipe qui a des ambitions que d'un vrai starter, mais actuellement, à Philadelphie, on peut pas faire autrement. Et en tout cas, même s'il pourra peut-être monter, sait-on jamais dans le futur, Tyrese Maxey au tier 5 pour ce qu'il a fait jusque-là, ça me semble plutôt bien. La suite avec Patty Mills, un autre joueur des Nets. Alors, Patty, moi j'ai un peu de mal à savoir si en fait on en parle
trop ou si on n'en parle pas assez. Déjà, ce dont il faut être sûr, c'est qu'il fait un bien fou à ses nets. Le mec a une expérience incroyable, il a une confiance de fou furieux à 3 points, il peut prendre des coups de chaud qui sont complètement insane, il peut mettre des énormes shoots, il peut être hyper clutch, et forcément à Brooklyn, avec la situation Kyrie de début de saison, avec un KD qui est sur un nuage et un Harden qui est critiqué, on parle pas trop des gars comme Patty Mills, c'est certain. N'empêche que, et là vous allez peut-être me trouver sévère, mais je crois que depuis le Christmas Day, tout le monde a vu ce qu'il pouvait apporter. Là, il était sous les projecteurs, il a planté 34 points avec 8 3 points, il était juste sur un nuage et il a fait exactement ce que j'expliquais plus tôt. Mais le truc, c'est qu'en parallèle, j'entends parler de lui comme s'il était limite All-Star parfois, en entendant tout le temps qu'il est sous-coté, sous-coté, sous-coté. Je veux bien, mais faut pas non plus croire que ce qu'il a fait au Christmas Day, il va le faire à tous les matchs. Je respecte énormément son scoring, son expérience et ses coups de chaud, mais faut être conscient que c'est surtout à la base un role-player de luxe, mais qui peut aussi faire des matchs à 0 points, à 0 sur 6, comme ça a été le cas il y a pas très longtemps. Donc, ok, il apporte des points, il apporte du leadership, il apporte de l'expérience et de la combativité. Tout ça, c'est bien, c'est très bien, et c'est exactement ce qu'il faut au net, donc c'est cool. Mais je suis pas trop d'accord quand j'entends dire qu'il est underrated, encore une fois. J'aurais plutôt tendance à dire que globalement, il est perçu comme il faut. Ça m'empêche pas de lui faire un gros big up et dire que cette saison, ce qu'il fait, ça me plaît particulièrement. Je pensais pas qu'il aurait un si gros rôle à Brooklyn, donc tout ça, c'est tout à son honneur. Mais attention à ne pas rester fixé que sur ce qu'il a fait lors du Christmas Day. C'est 34 points, c'est son record en saison. Et même que, enfin voilà, au final, il tourne à 13 points par match. Dans une team comme Brooklyn, avec des stars, c'est très bien. Je voulais juste remettre les choses dans leur contexte. Il est avant tout un role player de luxe, plein d'expérience. Mais ça, mine de rien, ça a quand même pas mal de valeur, et encore plus chez un contender comme les Nets. What follows is a brief construction montage. Ok pour Patty Mills, vous êtes quand même 69% à le mettre au tier 5, et moi je vous rejoins, même si je trouve que son rôle il le remplit très bien par rapport à la concurrence et par rapport à tous les gens qu'il y a au-dessus, j'ai du mal à le voir à des échelons supérieurs, même s'il faut vraiment respecter son shoot, son XP et sa science du jeu. C'est surtout un scoreur, donc voilà pourquoi moi je le mettrai pas plus haut, même si ça il le fait très bien. Maintenant, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est là où je vois qu'il a des fans, c'est le premier joueur qui a des votes à tous les échelons, parce que vous êtes 17% à l'avoir mis au tier 4, 7% au tier 3, 5% au tier 2 et même 2% au tier 1. Donc il a parti Patty qui a vraiment de super fans, je vois dans le chat et dans la communauté, mais vous êtes quand même une grande majorité à le mettre au tier 5, et même si ça fait un peu de la peine, parce que c'est un joueur mais pour lequel on a forcément énormément d'affection et qui fait des belles choses dans les moments qui comptent, c'est dur de le mettre plus haut que le tier 5 quand je vois le tableau, comment il est fait actuellement. La suite avec Ja Morant. Lui, je lui avais carrément réservé toute une vidéo rien que pour lui en début de saison parce qu'il était sur un nuage. Et là, c'est fou parce que son rythme incroyable, malgré un petit coup de mou en raison du Covid notamment et une absence, il l'a absolument pas perdu. Son apport est dingue, ses stats sont dingues, son énergie est incroyable. C'est un gars qui a constamment quelque chose à prouver, on dirait, et ça lui réussit. Chaque année, il a fait des progrès et aujourd'hui, alors que c'était son principal point faible, il est un meneur qui shoot à quasiment 40% à 3 points. C'est fou. Enfin, ouais, je trouve ça incroyable, et puis ce que j'aime, c'est sa mentalité. Il est toujours très dur avec lui-même, très exigeant. Je me rappelle encore de comment il s'en voulait quand il avait raté un lancer franc face aux Lakers en début de saison qui avait fait manquer la prolongation aux Grises. Il en veut toujours plus, toujours plus, et ça me fait kiffer. Ça lui donne un côté tellement attachant, c'est un mort de faim, puis en plus de ça, il est spectaculaire. On a tous vu le contre incroyable qu'il a mis là à deux mains, qui est peut-être le contre de l'année, et en ce moment, il porte les Grizzlies vers des sommets. Actuellement, ils sont sur 8 victoires de suite, et ils sont bien installés à la 4e place de l'Ouest. Qui aurait cru ça? Après, bien sûr, Memphis, c'est surtout, avant tout, un super collectif, et même sans Morant, ils ont réussi à rester performants, c'est tout à leur honneur, notamment grâce à une défense et une alchimie qui sont hallucinantes. Mais l'âme de l'équipe, c'est bien Ja Morant. Il m'épate, il est capable de faire des matchs à 40 points 10 passes, avec une efficacité à faire rougir des tomates, j'ai envie de dire, notamment grâce à une maîtrise des drives, une explosivité hallucinante, il a un côté magicien quand il a la balle, c'est juste un régal de le voir, un meneur qui a autant de talent à la fois dans le scoring et dans le playmaking, c'est rare, et ouais, je l'ai vu dans le chat, on parle de prime d'Eric Rose dans les comparaisons, et c'est vrai qu'il y a de ça, donc après je pourrais apporter quelques limites évidemment, notamment sur sa défense, mais j'ai même pas envie, parce qu'il fait au moins le minimum avec son envie, et en vrai tout ça, de toute façon, c'est complètement éclipsé par tout ce qu'il arrive à faire dans tous les autres secteurs. 5 hours later. Ok, pour Ja Morant, vous êtes 58% à le mettre au tier 1 à côté de Stephen Curry qui ne fait pas
qui n'est donc pas le seul demi-dieu du jour, bah, même s'il y a beaucoup moins d'unanimité pour Ja Morant, et ça se comprend, hein, parce que je vois très bien, hein, je me vois très bien mettre Curry au-dessus de Morant, hein, de toute façon c'est normal, encore une fois, qu'il y ait des disparités dans les tiers. 40% au tier 2 et 2% carrément au tier 3, pourquoi pas, mais ça je trouve ça super sévère. Ouais, moi j'aurais rejoint le tier 1, même si je suis bien conscient que Stephen Curry est au-dessus pour le début de la saison, je vois Morant au-dessus de Luka Doncic et James Harden, vraiment, hein, si on isole que le début de saison, hein, je parle pas de la carrière, mais c'est toujours important de le rappeler. Ja Morant au tier 1, ça va, je valide ça. La suite avec Dejounte Murray, un de mes petits chouchous, mais bon, je vais essayer de rester objectif et de pas trop m'enflammer, parce que j'ai envie de dire que du bien, et quelle saison il fait de toute façon. Autant à OKC, c'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve que c'est le bazar, parce qu'il y a beaucoup trop de jeunes, autant je trouve qu'à San Antonio, malgré la présence d'énormément de jeunes, c'est super bien construit. Comme si en fait ils avaient réussi à sélectionner, et bravo au scouting des Spurs, que des gamins matures et intelligents, capables de jouer un basket qui est à la fois moderne, polyvalent, altruiste. Et Dejounte Murray, même s'il a déjà 25 ans, on peut encore considérer qu'il est jeune, même s'il est là en NBA depuis 2016 je crois, et il fait vraiment partie de ce groupe, surtout que là, avec les départs de cadres comme DeMar DeRozan, Rudy Gay, Lamarcus Aldridge ou Patty Mills, c'est lui cette saison qui s'affirme comme leader, et il le fait bien. Si au départ il était surtout considéré comme un défenseur, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Le gars peut scorer en sortie de libre, il peut planter de gros daggers, il peut trouver ses coéquipiers démarqués avec talent, c'est pas pour rien qu'il est dans le top 5 des meilleurs passeurs de la ligue. Il assure une présence et une énergie aussi au rebond qui sont vraiment enthousiasmantes. En parallèle, bien sûr, il continue à être un vrai chien en défense, hein, c'est sa première spécialité, je le rappelle. Il a une vraie intelligence de jeu, il a des grands bras, ça lui permet de switcher facilement, et je trouve que c'est clairement la nouvelle pépite de Pop. C'est le meilleur scoreur, le meilleur passeur et le deuxième meilleur rebondeur des Spurs derrière Jakob Poeltl. Sur le terrain, il fait tout, il a des pourcentages plutôt corrects. Je pense qu'il est clairement un joueur autour duquel l'équipe peut construire, même si je sais pas si son plafond sera vraiment plus haut, il est quand même un joueur très 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 intéressant. Maintenant, après, il faut que je me calme, je sais, hein, parce que je l'aime beaucoup et j'ai déjà dit que je m'enflammerai pas trop, parce que le bilan des Spurs est loin d'être ouf, n'empêche qu'ils sont en course pour le play-in quand même, et je m'attendais à bien pire. Et pour ça, je pense qu'il faut donner pas mal de crédit à Dejounte Murray, mine de rien. 2 days later. Pour Dejounte Murray, vous êtes 64% à le mettre à l'échelon numéro 3, et quand je vois qui y a à cet échelon, ça me va très bien, Viser plus haut que l'échelon 3, là, ça me paraissait quand même impossible pour Dejounte Murray, même si je l'adore, mais quand je vois avec qui il est, les meneurs qui partagent l'échelon 3 avec Dejounte Murray, ça me fait plaisir, ça fait que vous valorisez, malgré le bilan qui est moyen des Spurs, ça veut dire que vous valorisez son talent, sa polyvalence, son playmaking, son scoring et sa défense, donc ouais, moi ça me va bien sur cette saison de le mettre au tier 3, notre cher Dejounte Murray, je valide. La suite se passe avec Chris Paul. Bon, le gars, on l'appelle le point god, je pense que c'est clair sur le talent et la carrière qu'il a eu jusque-là, même si pour l'instant on va juger juste sa saison. Les Suns, c'est désormais un pilier de l'Ouest, hein, qui sont dans le top 2, à égalité avec Golden State, au moment où je tourne la vidéo, c'est les finalistes sortants, et ça, c'est grandement dû, on va pas se le cacher, à l'arrivée de CP3. C'est un vrai meneur à l'ancienne, un vrai général charismatique, qui joue juste, qui joue dur, et qui sait ce qu'il faut faire pour gagner, ça c'est évident. Son côté teigne est détesté par ses adversaires, mais forcément c'est adoré par ses coéquipiers, parce qu'en plus de ça, il a un leadership incroyable, il s'assure que le vestiaire soit non seulement compétitif, mais qu'en plus le vestiaire se sente soutenu. Récemment, il a même pris la défense de son coéquipier Emmanuel Terry, j'ai vraiment kiffé, devant les supporters des Celtics qui se foutaient de lui parce qu'il avait qu'un contrat de 10 jours. Franchement, c'est cool, quand tu l'as dans ton équipe, Chris Paul, c'est juste un leader, un meneur exemplaire, un gars qui connaîtra toutes les tendances de ses coéquipiers pour les servir de la meilleure façon possible. À 36 ans, de toute façon, il est juste le meilleur passeur de la ligue, donc ça illustre bien ça. Son talent dans l'organisation, ça a tiré les Suns clairement vers le haut, et ça continue à le faire cette saison. C'était pas juste un one shot, hein, ils sont en train de le prouver, c'est balèze. Pour aller plus loin, j'ai même envie de dire qu'en tant qu'ancien président de l'association des joueurs, parce qu'il l'est plus, mais il est resté 8 ans quand même, il a toujours les mots, ça c'est DeAndre Ayton qui le disait, il a toujours les mots pour rassurer ses coéquipiers et écoute tout le monde. Avec les absences liées au Covid, il arrive vraiment à impliquer tout le monde autour de lui, tout ça c'est fort, il fait en sorte que tous les joueurs restent complètement focus sur le basket et ne se prennent pas la tête avec le reste. Son attitude est juste exemplaire. Alors ok, ceux qui ne regarderont que la colonne des points marqués pourraient être dubitatifs, mais dans ce cas, je pense qu'ils se rendent pas compte de l'impact qu'a le meneur de jeu chez les Suns. Later, in the void. Ok pour Chris Paul. Il y a une vraie tendance qui se dégage encore une fois. Pour vous, Chris Paul, c'est un demi-dieu. Bah quoi d'autre pour le mec qu'on appelle le point god, hein, ça lui va vraiment très bien. 63% pour le tier 1, 37% pour le tier 2, aucun vote pour les autres tiers. Je comprends hein, que certains puissent le mettre au tier 2, mais pour moi, dans la mesure où il pratique un basket de la win, je le mets
sur ce début de saison, je le mets au-dessus de Luka et James Harden. Donc encore une fois, forcément, il y a des disparités. Et puis de toute façon, Chris Paul, il a tellement pas le même jeu que Ja Morant et Stephen Curry que c'est difficile de comparer les trois. Mais pour l'impact et la mentalité de la gagne qu'il apporte aux Suns et le bilan des Suns, mettre Chris Paul, le point god au tier 1, ça me va complètement. On enchaîne avec D'Angelo Russell. Et que c'est difficile d'être patient à force avec lui, je trouve. Enfin, je m'étais vraiment enthousiasmé de son niveau chez les Nets. Sauf que depuis, j'ai du mal à retrouver cette grinta, je trouve qu'il avait, cette agressivité chez D'Lo. Là, enfin, on espérait que les Wolves allaient énormément step up avec la progression d'Anthony Edwards et des cadres qui étaient en meilleure santé, notamment Kat et D'Lo. Et là, il n'y a pas à dire, ils pourraient encore faire mieux. Après, là, ils ont eu une petite série de wins, ils sont remontés à 50% et c'est vraiment pas mal. Hein. C'est loin d'être catastrophique. Il y a eu des années bien plus noires dans le Minnesota. Pourtant, je me dis qu'avec un Russell plus régulier, cette équipe, elle pourrait vraiment faire des dégâts tellement offensivement, elle peut tout péter. Franchement, elle peut tout péter. Et ce qui me peine un petit peu avec Russell, c'est sa sélection de tir et donc son adresse globale, son côté croqueur, il m'embête un peu en vrai. Et ça me frustre encore plus quand je vois l'impact qu'il a sur l'équipe quand il fait un bon match. Regardez les box scores, souvent quand il est à droit, les Wolves gagnent. Et ça peut pas être entièrement dû au hasard, ça. Il peut faire des matchs à 11 sur 12 au tir, là, comme c'était le cas il y a pas longtemps, même s'il en fait pas des masses non plus, mais il peut faire d'autres matchs à 3 sur 18, c'est compliqué. Il a aussi fait un 1 sur 11 à 3 points dans la défaite face aux Mavs il y a 2-3 semaines, et ça fait mal, franchement, quand on veut analyser son niveau de cette saison. Le côté Icing My Events dans le Money Time, j'aimerais le voir plus souvent, et je trouve qu'il est en train de disparaître. On a un coach, là, Chris Finch, qui le sort même lors de certaines fins de match, et c'est pas normal quand on a un joueur comme Russell de voir qu'il joue pas le Money Time. Maintenant, je veux pas non plus être trop sévère avec lui. Minnesota peut encore accrocher les playoffs, et ça c'est bien. Russell reste toujours un joueur très dangereux offensivement, et quand ses shoots rentrent, je l'ai dit, ça fait un bien fou. Il est même un playmaker décent, un bon dribbleur qui gère bien le tempo, il connaît aussi les principes du pick and roll, et ça c'est une force. Tout ça, je veux pas lui enlever. J'attends juste un peu plus de constance et moins de forçage lors des jours sans, peut-être en allant chercher davantage de points près du cercle, ou alors en jouant un peu moins de chill, peut-être en s'impliquant plus, parce que quand il joue juste, quand il est agressif et qu'il prend des shoots de qualité, son impact est juste multiplié par 10. Et là, je trouve qu'il insiste peut-être trop avec le shoot à 3 points, mais voilà, quand il est à son niveau max, on a des Wolves, je répète, qui déchirent tout offensivement. Ça montre que son impact est important, mais beaucoup trop irrégulier pour permettre aux Wolves d'être vraiment compétitifs cette saison, même si, je le répète, c'est pas catastrophique. Approximately 10 hours later. Ok, pour D'Angelo Russell, vous êtes 65% à le mettre au tir fort. Vous étiez 19% à le mettre un peu plus haut au tier 3, 16% carrément au tier 5. Moi, je le dis, le tier fort pour D'Lo, ça me va bien. Ça me va bien, c'est là où je l'aurais mis aussi. Du talent plein les mains, mais trop de nonchalance et trop d'irrégularité et une sélection de shoot trop mauvaise pour viser plus haut. Donc ouais, Russell au tier fort, je valide ça aussi. La suite avec Marcus Smart qui a une situation un petit peu complexe, je trouve. Parce que pour moi, il n'est pas un vrai meneur. Il est sûrement pas assez organisateur pour occuper ce poste, mais par la force des choses, c'est à ce poste que l'utilise Ime Udoka, et c'est aussi pour ça que Basketball Référence le met au poste de meneur, parce que c'est là où il est utilisé le plus. Et là, ce qu'on voit, c'est que si les Seas n'y arrivent pas cette saison, c'est en grande partie, en tout cas à mon sens, parce qu'ils n'ont pas de vrais playmakers. Pour pouvoir jouer intelligemment avec Tatum et Brown, plutôt que les laisser faire de l'ISO à tour de rôle, parce que c'est un petit peu stéréotypé, je trouve, le jeu des Celtics, il faudrait vraiment un meilleur organisateur, un meilleur playmaker. Après, attention, parce que Smart est toujours un joueur utile, hein, c'est un excellent défenseur, c'est un hustler, un mec qui apporte de l'énergie et de la dureté sur le terrain, il apporte un peu d'âme et de cœur à cette équipe, parfois un peu morne, j'ai envie de dire, de ce côté-là, il est souvent là dans le money time, il se bat pour faire des winning plays, tout ça c'est fort, il joue avec ses émotions, il donnera tout pour la win, quitte même à se prendre la tête avec ses coéquipiers parfois, donc tout ça, ça lui apporte de la valeur et ça fait que le public de Boston l'adore et je peux comprendre, il a une connexion réelle avec la franchise verte. Tout ça c'est bien, mais est-ce que ça suffit? En attaque, il a de réels problèmes, il a du mal à créer son tir, il a pas une vision de jeu élite, son adresse est suspecte en plus, elle est sur courant alternatif en tout cas, même sur les opportunités en catch and shoot, il a une régularité qui pose question. Du coup au final, je me dis qu'il est un joueur potentiellement essentiel dans une équipe qui possède des ambitions, mais peut-être pas en tant que meneur de jeu titulaire. Early the next morning. Pour Marcus Smart, c'est une majorité écrasante, vous êtes 90% à le mettre au tier 5, à valider ce que je disais, que le poste de meneur c'est pas son jeu, même s'il peut faire du bien dans d'autres secteurs, 7% au tier 4 et 3% de fans au tier 1, mais ouais, Marcus Smart au tier 5, tout ça c'est cohérent, donc let's go pour ça. Allez, la suite avec Fred VanVleet. Cette saison, je trouve, on a un peu tendance à zapper les Raptors, un peu trop, alors que beaucoup les enterraient avant même leur premier match, aujourd'hui ils sont définitivement dans la course pour les playoffs, et tout ça,
je vais pas le cacher, c'est en grande partie grâce à Fred VanVleet, qui dans l'ombre réalise une super saison. Aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a plus de doute, c'est lui le go-to guy de la franchise canadienne, c'est autour de lui que la win repose, c'est plus Pascal Siakam, c'est vraiment Fred VanVleet ce joueur. Sur son adresse à 3 points, il est hallucinant, il peut bien sûr créer son tir et envoyer de grosses banderies, mais en plus de ça, il est létal sur catch and shoot, ça lui apporte une vraie polyvalence pour ce qui est d'enfiler des buckets de loin, et ça se voit encore plus depuis le retour de Siakam, je trouve. Du coup, ça apporte une force, le retour de Siakam depuis début novembre, parce qu'avant, toutes les défenses se concentraient sur VanVleet, maintenant, il a plus d'espace, parce qu'il y a Siakam qui attire aussi du monde, et ça, il en profite à fond. Il peut prendre des coups de chaud phénoménaux, j'aime beaucoup. Quand il est dans le rythme, il est juste intraitable. Là, depuis une dizaine de jours, en plus de ça, il est complètement sur une autre planète, et comme par hasard, en même temps que cette phase, on a des Raptors qui gagnent tout, et dans le money time, c'est ça que j'apprécie, il porte ses balls, et il devient on fire. Il serre les points, il se bat, il donne tout, c'est un vrai compétiteur comme j'aime. Ça oblige les défenses à le serrer le prêt, à le prendre à plusieurs, et dans ces moments-là, il n'hésite pas en plus à lâcher la gonfle à ses potes ouverts. Je trouve qu'il avait des vrais progrès dans le playmaking. On a des joueurs comme Siakam, comme Barnes ou comme Anunoby qui en profitent. Si Toronto s'en sort cette saison et garde la tête hors de l'eau bien comme il faut, je pense que c'est en grande partie grâce à son collectif et au mouvement du ballon que prône Nick Nurse, mais je trouve aussi que Fred VanVleet a une grosse part de responsabilité là-dedans. One shift later. Ok pour Fred VanVleet. Là, on a encore une égalité. On a 48% des personnes qui le mettent au tir 2, 48% des personnes qui le mettent au tir 3, mais du coup, on a aussi 3% des personnes qui le mettent au tir 1, et ça, ça fait qu'on va plutôt le mettre au tir 2 que au tir 3, parce que il a un vote au tir supérieur, et ça fait la différence. Donc ça nous fait un Fred VanVleet avec Luka Doncic et James Harden. Bon, pourquoi pas, non, franchement, je pense que de toute façon, moi aussi, au vu de ce qu'il est en train de faire actuellement, au vu de son rôle de franchise player et au vu de comment il assume, je l'aurais mis au tir 2. Encore, je le répète, ce qui m'embête, c'est de voir qu'il est au-dessus de Jrue Holiday, mais voilà, si on avait mis Jrue Holiday au tir 2, mettre Fred VanVleet avec tous ces gars, je pense que ça aurait eu du vrai sens. Donc, de toute façon, c'est vraiment entre les deux tiers, hein, c'est vraiment entre le 2 et le 3, ça s'est vu dans le vote, parce qu'il y avait, c'était très 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 serré entre ces deux échelons, ça me va, en vrai, ce serait un tir 2,5, je trouve, mais ça me va de le mettre au tir 2, juste à condition qu'on monte Jrue Holiday à la fin. On enchaîne avec Russell Westbrook. Aïe, là j'ai très peur que ça se mette des baffes dans le chat, parce que là on a encore un gars que les haters adorent troller. Depuis le début de saison, on a un marsupilami qui en prend plein la face, et franchement je peux le comprendre, au moins en partie, malgré des lignes de stats qui sont pas loin d'être excellentes, hein, si on regarde vraiment juste les chiffres au point, au rebond et au pass, il peine vraiment à enfiler le costume de game changer qu'on aurait voulu qu'il soit à Los Angeles. Je vois plusieurs raisons à ça en fait, et la première, c'est sûr, c'est son irrégularité au tir. Sur catch and shoot, même quand il a les positions, il est loin d'être un shooter sûr. En tant que meneur dans la NBA d'aujourd'hui, ça peut faire mal, parlez-en à Ben Simmons, et ça se voit que même quand il a l'occasion, il hésite, il pose un dribble ou deux de trop pour se positionner, puis il a tendance à s'embourber un peu dans la défense, et du coup, ses défenseurs, ils ont le temps de revenir. Ça, du coup, ça mène à mon deuxième souci, c'est celui des balles perdues. Dans ces moments où il peut complètement s'embourber, comme s'il avait les fils qui se touchaient un peu, là, qu'il arrêtait, qui posaient le cerveau, il finit par perdre des balles, et en perdre quasi 5 par match, je le disais pour Luka Doncic, c'est trop. Et pourtant, encore une fois, il peut sortir d'immenses masterclass avec d'énormes triple-doubles. Mais en fait, j'ai l'impression que pour s'améliorer, pour step up, il faudrait parfois qu'il oublie un petit peu le scoring. Il y a du monde pour faire ça à Los Angeles, surtout depuis que Malik Monk prend une nouvelle dimension en tant que starter. Cette saison, moi, je le préfère quand il prend moins de shoots, quand il dribble un peu moins, et qu'il s'implique dans tous les autres secteurs du jeu en essayant de limiter ses erreurs. Et ça, c'est important, limiter ses erreurs, parce qu'il en fait trop. Si vous regardez bien, les Lakers obtiennent souvent bien plus de wins quand ils jouent comme ça, et pour moi, ça, c'est assez parlant. Bien sûr, après, il faut pas non plus qu'il fasse totalement une croix sur les points. Il est toujours bon en mid-range, et sur ses drives, il peut être excellent. C'est ces domaines où c'est les domaines où il est spécialiste pour ce qui est du scoring. Je veux juste qu'il arrive à mieux doser tout ça, et qu'il progresse là-dedans. Et ça fera qu'il fera moins d'erreurs, tout ça. Après, attention, parce que ça fait plusieurs saisons qu'il explose totalement, mais totalement après le All-Star Break. Du coup, là, je l'attends au tournant, il est capable de le faire. Donc si on fait le bilan, tout n'est pas à jeter, de loin, depuis que Westbrook est aux Lakers, et je peux tout à fait admettre aussi qu'il ait besoin d'un temps d'adaptation avec des mecs comme LeBron dans son équipe, mais pour le moment, ses déchets et son irrégularité, ça me laisse quand même un peu trop sur ma faim. 2 weeks later. Ok, pour Russell Westbrook, comme je m'y attendais, hein, il y a eu des débats, mais l'échelon qui le remporte, c'est le tir numéro 3, l'échelon numéro 3 avec 41% de vos votes, vient ensuite l'échelon numéro 4 avec 34% de vos votes, des haters qui le mettent carrément au 5, et ça je trouve ça abusé, mais 22% quand même qui le mettent à l'échelon numéro 5, qui ne supportent absolument pas Russell Westbrook, et par contre il y avait 3 petits pourcents qui le mettaient au-dessus, au tier 2. Donc Russell Westbrook au tier 3, finalement ouais, ça me
convient pas mal, hein, toujours capable de faire des stats et des chiffres qui sont forts, mais qui pour l'instant ne font pas gagner les Lakers parce que trop de déchets dans son jeu, et espérons que ça progresse pour les fans des Lakers sur la deuxième partie de la saison. On finit en beauté avec Trae Young, le dernier joueur pour aujourd'hui, et encore une situation qui est un petit peu complexe je trouve, parce que individuellement, Ice Trae, au moins en attaque en tout cas, est excellent. C'est le 4e meilleur scoreur de la ligue, le 3e meilleur passeur, et il a des pourcentages qui sont bien plus que corrects. Le jeu des Hawks repose sur ses épaules, c'est un euphémisme, mais justement, ce qui va pas, c'est qu'actuellement, Atlanta est 12e, et si la saison s'arrêtait là, l'équipe ne serait même pas en play-in. Je veux plus entendre parler de son supporting cast, hein, c'était une excuse pendant bien longtemps, mais je rappelle que cette équipe a fait finale de conf l'an dernier. Après, ok, ils ont pas tous le même niveau que l'an dernier, mais voilà, on en parlera après. On pourrait aussi parler des absences qui peuvent servir d'excuses, soit liées aux blessures, soit liées au Covid, mais c'est un peu le cas de toutes les autres teams de la ligue, donc je veux pas non plus insister trop là-dessus. Donc c'est sûr, il y a des équipes qui sont plus vernies que d'autres. Atlanta, elle fait partie des moins vernies, mais c'est vraiment pas les seuls. Là, de toute façon, cette saison, ce qui va pas chez les Hawks, c'est la défense. Mais aussi l'espèce de dépit, j'ai envie de dire, et le body language qu'on voit dans l'attitude des Hawks. Je veux pas non plus jeter la pierre à Trae, hein, parce que c'est pas à lui de défendre de toute façon. Son physique lui permettra jamais d'être élite dans le domaine, et normalement il doit avoir des coéquipiers qui vont l'aider dans ce sens-là et qui font pas vraiment leur taf cette saison. Je pense notamment à Danilo Gallinari que je trouve catastrophique. Mais bref, là si je reviens à Trae Young, c'est en termes de leadership que je me pose quelques questions. Bien sûr, il est un gars qui se battra pour la win, bien sûr il saura prendre les choses en main quand il faut, mais en parallèle, dans le discours, plus que dans l'attitude, hein, parce que l'attitude sur le terrain est toujours très bonne, dans le discours j'ai quelques doutes. Quand il a dit, alors peut-être que ça a été sorti de son contexte, mais ça j'ai eu du mal à le digérer, quand il a dit que la saison régulière était ennuyeuse et qu'il attendait les playoffs, je me dis que déjà il va falloir les faire les playoffs, mais en plus de ça, ça va pas motiver ses coéquipiers, c'est pas un exemple, notamment pour les plus jeunes qui ont besoin d'être tirés vers le haut, qui ont besoin d'être motivés. Non, maintenant, est-ce que ce leadership, en tout cas dans le discours, ou en tout cas cette déclat, parce qu'il faut quand même l'isoler, est-ce que ça suffit pour expliquer la différence entre les Hawks de la fin de la saison dernière et les Hawks de ce début de saison? Je suis pas sûr. En tout cas, cette équipe, elle a un côté énigmatique. Pourquoi les joueurs qui arrivaient à défendre fort la saison dernière n'y arrivent plus? Est-ce que c'est que Macmillan avait réussi à booster tout le monde et que la magie n'opère plus parce que maintenant tout le monde s'y est habitué? Moi je me dis qu'il faudrait plus de cohésion, plus d'énergie, ça permettrait à tout le monde de plus se donner en défense, je pense, qu'il y ait une meilleure ambiance dans le vestiaire, et ça pourrait permettre à pas mal de défaites d'être évitées, je pense. Donc voilà, pour revenir à Trae, encore une fois, en tant que go-to guy, c'est clair, individuellement il fait des choses hors normes, il peut faire d'immenses masterclass au shoot, au point, à la passe, c'est un mec qui peut finir un match à 56 points, à 17 sur 26 au tir et 14 caviar, c'est juste insane, c'est juste hallucinant, on peut pas lui enlever tout ça, mais ce jour-là, il y a eu défaite au bout, et cette mentalité et cette énergie collective qui manque aux Hawks, je me dis que c'est peut-être à Trae Young de l'insuffler un petit peu plus à cette équipe d'Atlanta, même si ça fera pas tout, peut-être que c'est lui qui doit s'afficher en leader, réunir tout le monde et lui montrer et montrer à tous les joueurs que les Hawks seraient meilleurs si tout le monde le suivait, quoi. Donc j'ai pas grand chose à lui reprocher de plus à Trae Young, à part sa défense, mais ça progressera pas. Mais ça, c'est peut-être le petit truc qui fait que ça marche pas si bien à Atlanta cette saison. 5 minutes later. Allez, pour Trae Young, la grande majorité, à 68%, vous l'avez mis au tier 2. Donc je le place là où vous l'avez choisi. 24% l'ont mis plus bas au tier 3, 6% l'ont mis encore plus bas au tier 4. Par contre, il y a eu 3% qui l'ont mis au tier 1. Et moi, là, j'ai envie de dire que ce tier 2 me convient particulièrement, même si... parce que individuellement il est trop fort, en tout cas offensivement individuellement il est trop fort, mais voilà, les résultats des Hawks me permettent pas de le mettre plus haut. Si les Hawks jouaient comme sur la deuxième partie de la saison dernière, avec un Trae Young avec le niveau individuel qu'il a, clairement là je le mettrais plus haut, mais à ce jour, tier 2 pour Trae Young, ça me semble très cohérent. Épilogue. C'est l'heure de faire le bilan de ce tableau que vous avez créé et de vous donner mes désaccords. Et en fait, il y en a peu, il y en a deux. Et je pensais pas qu'on serait aussi d'accord. On a créé une bonne alchimie tous ensemble et ça fait plaisir. Bon, deux désaccords quand même, deux désaccords assez importants. De toute façon, c'est normal. Ce serait pas drôle le basket si on était tout le temps d'accord. Et de toute façon, j'aurais pas de quoi parler dans mes vidéos. Donc c'est normal que ça arrive. En tout cas, au tier 1, vous avez mis Stephen Curry, Ja Morant et Chris Paul. Là-dessus, je valide à 100%. Au tier 2, vous avez mis Luka Doncic, James
Harden, Fred VanVleet et Trae Young. Là-dessus aussi, je valide tout. Vu qu'on juge que sur cette saison, effectivement, on a l'impression que Luka est un peu bas et Fred VanVleet un peu haut, mais depuis le début de la saison, tout ça, ça me semble avoir du sens. Au tier 3, vous avez mis LaMelo Ball, Darius Garland, Shai Gilgeous-Alexander, Jrue Holiday, Damian Lillard, Kyle Lowry, Dejounte Murray et Russell Westbrook. Et c'est là que vient notre premier gros désaccord, hein. Je l'ai assez dit pendant tout le long de ce live. Moi, je pense que Jrue Holiday aurait clairement mérité un cran au-dessus, et d'autant plus quand je vois ceux qui a au tier 2, trop un basket de la gagne, trop un bon défenseur, trop easy en attaque. Pour moi, ça, gros désaccord avec vous. Pour moi, il mérite un tir au-dessus. Et ça montre bien d'ailleurs, j'ai bien fait de le mettre dans mon live des joueurs sous-cotés, dans la mesure où, là encore une fois, je trouve qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Au tier 4, vous avez mis Lonzo Ball, Malcolm Brogdon, Jalen Brunson, De'Aaron Fox et D'Angelo Russell. Là-dessus, pareil, désaccord, alors qui est moins important que celui de Jrue Holiday, mais quand je vois un petit peu qui est au tier 4 et qui est au tier 5, Jalen Brunson, même si je l'adore, même si c'est un ancien de Villanova, la fac que je supporte, et que j'aurais envie d'être gentil avec lui, je pense qu'il est un peu en dessous des 4 autres et qu'il aurait plutôt mérité le tier 5, même si ça me fait moins ruer dans les brancards que Jrue Holiday. Et au tier 5, vous avez mis Cole Anthony, Kate Cunningham, Spencer Dinwiddie, Devonte Graham, Tyrese Maxey, Patty Mills et Marcus Smart, et ça me semble assez mérité pour tous ces joueurs qu'on vient de citer. Donc finalement, on a le droit d'avoir des désaccords. D'ailleurs, j'ai vu que dans le chat, certains me soutenaient là-dessus, mais on a un tableau qui me plaît plutôt pas mal. Voilà pour ce qui est des meneurs de jeu de la saison 2021-2022, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement de la commu? Et est-ce que vous êtes d'accord avec mes désaccords? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse à fond. Prenez au moins quelques secondes pour me donner le nom du joueur qui pour vous était le plus mal classé dans le tableau final. Bah ouais, ça va être cool de voir, selon vous, où est-ce qu'on s'est le plus trompé. Sinon, je vous le rappelle, c'est important, depuis octobre, je fais partie des ambassadeurs de NBA Europe. Et la campagne actuelle, là, elle concerne les votes pour le All-Star Game. Voilà pourquoi j'ai un lien dans la description qui vous permettra d'élire vos joueurs préférés pour le match des étoiles. Et en cliquant sur ce Smart Link, vous soutiendrez la chaîne. Pourquoi attendre? Pour vous, c'est gratuit, et moi, ça m'aide à aller toucher les étoiles. Let's go! Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Attention à tous ceux qui ne le feront pas, je vous surveille, et je créerai un tier 6 exprès pour vous. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Et ouais, vous allez finir dans les bas-fonds, les gars. Big up en tout cas à tous ceux qui ont eu le courage de rester jusque-là, c'est super important pour le référencement, et gros merci du fond du cœur à tous ceux qui continuent, mois après mois, à soutenir sur Tipeee. Là, notamment avec mes vidéos sur les prospects qui ont été démonétisés dernièrement, j'en ai besoin plus que jamais, alors n'arrêtez jamais, je vous en supplie. À très vite.